Nous poursuivons aujourd'hui notre commémoration des 150 ans de la Commune de Paris, qui a commencé par l'inauguration de l'exposition de Krasny en haut de l'avenue Égée à l'ULB, qui s'est poursuivi par un premier séminaire lundi. Et aujourd'hui, nous allons avoir un deuxième séminaire avec Jean-Michel Dufay et Francis Sartorius pour deux sujets passionnants. Je rappelle que dans cette commémoration, nous avons eu l'appui de la faculté de philosophie et de sciences sociales, que nous avons eu l'appui du FNRS et que c'est grâce à eux que nous pouvons vous rejoindre aujourd'hui. Alors, les deux sujets que nous allons évoquer aujourd'hui sont deux sujets fort différents. Néanmoins, il y a un lien, évidemment, avec la Commune de Paris. Le premier sujet, je commence par tousser, mais ce n'est pas le Covid, rassurez-vous. Le premier sujet, c'est avec Jean-Michel Dufay que nous allons le traiter, et c'est la question du lien qu'il y a entre la Commune de Paris et la franc-maçonnerie. Alors, ça peut sembler très ténu comme lien, néanmoins, il y a des loges, il y a des ateliers qui portent un nom ici en Belgique qui évoque la Commune de Paris. Il y a, vous en ajouterez certainement, mais il y a le temps des cerises, il y a la butte aux cailles. Et est-ce que vous pouvez nous dire en quoi les maçons sont liés à la Commune au point d'avoir intitulé un certain nombre de leurs ateliers avec ces souvenirs de la Commune, et quand est-ce que ces loges ont été créées? Oui, je voudrais d'abord faire peut-être une petite introduction par rapport à, comment dirais-je, la place qu'occupe la Commune de Paris dans l'imaginaire de la franc-maçonnerie aujourd'hui. Parce que, en fait, chaque année, sauf ces 2 dernières années à cause de l'épidémie, il y a une grande manifestation qui rassemble plusieurs milliers de maçons au cimetière du Père-Lachaise à Paris, le 1er mai, où les maçons, alors là, en souvenir justement d'une célèbre procession, si je puis dire, qui a eu lieu le 29 avril 1871, viennent avec leurs bannières. Et donc, en fait, quand on dit parfois, oui, mais les francs-maçons sont des gens qui vivent dans le secret, pas du tout. Là, ils sont avec leurs bannières dans le Père-Lachaise, donc c'est pas réservé pour eux ce jour-là. Ils sont avec leur baudrier et alors ils circulent en suivant un parcours qui est différent chaque année, de tombe en tombe, pour finir au mur des fédérés, le mur des fusillés. C'est pour dire, ça existe depuis 50 ans, c'est pour dire en fait que voilà, c'est présent dans la mémoire des maçons. Et en fait, ce qui est intéressant, et puis je passe tout de suite à votre question plus précisément, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment cette manifestation qui est organisée par le Grand Orient de France, mais où assistent les grands maîtres et les grandes maîtresses des autres obédiences, n'a pas tout à fait la même tonalité que une commémoration à laquelle tout le monde pouvait assister d'ailleurs jeudi passé. C'était le 29 avril où on commémorait le fameux cortège, où là c'était à la Grande Loge de France, et où là on tirait justement la couverture en disant ce sont plutôt des frères de la Grande Loge qui ont fait la Commune, et pas ceux du Grand Orient qui étaient plutôt du côté du pouvoir. J'y reviendrai si vous voulez bien. Alors maintenant pour les noms. Alors, effectivement, que ce soit en France ou en Belgique, il y a un certain nombre de loges qui portent on appelle ça des titres distinctifs chez les maçons, qui portent un nom en rapport avec la Commune. Vous m'avez posé la question pour la Belgique. Effectivement, au Grand Orient de Belgique, sur les 114 loges actives, il y a 2 loges, effectivement, l'une créée en 1982, c'est le temps des cerises, l'autre créée en 1995,
c'est la butte aux Cailles qui porte des noms en rapport évident avec la commune. En France, au Grand Orient de France, pour la région Île-de-France, où il y a 114 loges, là, il n'y a que deux, tenez-vous bien, que deux loges qui portent le nom, des noms liés à la commune. L'une, le temps des Cerises, et l'autre qui s'appelle Commune. Et par rapport, comment dirais-je, ces chiffres en Belgique sont de 2 par rapport à 3 liés à la Révolution française, et à Paris et l'Île-de-France, il y en a 2 contre 6 ou 7 liés à la Révolution française. C'est pour faire une petite comparaison statistique. Et puis alors, au droit humain en Belgique, il y en a une qui pourrait laisser entendre qu'elle est liée à la commune, à Bruxelles. Elle s'appelle l'insurgé. Évidemment, on pense à Valais tout de suite. Eh bien non, quand on lit la déclaration de principe de cet atelier, en fait, on voit que l'insurgé renvoie à la Déclaration des droits de l'homme de 1793, où on évoque, évidemment, on proclame le droit à l'insurrection du peuple. Voilà. Très bien, merci de ces précisions. Et je voulais vous demander si il y avait des idéaux de la franc-maçonnerie qui se retrouvaient dans la Commune de Paris. Est-ce qu'on peut voir là des liens? Tout à fait. Alors, il y a dans la structure même ou dans le projet même de la commune, il y a l'idée fédéraliste qui vient de Proudhon. Ce sont des idées proudhoniennes au départ. Proudhon qui était franc-maçon d'ailleurs. Et cette idée d'autonomie de la vie municipale, à Paris en particulier, est intimement liée à comment dirais-je, une idée que l'on retrouve, un slogan qui est dit régulièrement en maçonnerie, qui est un franc-maçon libre dans une loge libre. Autrement dit, ce qui compte, c'est essentiellement la notion de liberté individuelle dans un collectif. Autrement dit, théoriquement, l'obédience n'est qu'une fédération. Et l'idée fédérative, c'est ce qu'on retrouve au moment de la commune. Ça, c'est un. 2, il y a l'idée d'émancipation que l'on retrouve des deux côtés, où l'enseignement public joue un rôle tout à fait essentiel. Ça avait été lancé déjà au moment de la Révolution française par Condorcet, qui était franc-maçon aussi. Et puis alors, il y a l'idée, pendant la Commune, une idée qui s'oppose un petit peu, en tout cas pour certains, pas pour les blanquistes, mais en tout cas pour les proudhoniens ou d'autres, qu'il faut faire des réformes radicales, mais progressivement. Et ça correspond tout à fait à l'idéal maçonnique, qui est de travailler au progrès intellectuel, moral et social de l'humanité. Alors, dans ma hâte de vous entendre, j'ai omis mon devoir essentiel qui était de vous présenter. Oui. Vous êtes historien, nous nous sommes croisés pendant un certain temps au Centre d'études des religions de la laïcité. Oui, il y a bien longtemps. Et je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose à cela. Non. Vous avez un bloc? Oui, je veux bien. Oui, voilà. C'est parce qu'on me souffle cette idée-là, je n'y pensais même pas. Effectivement, dans un souci justement de participer au progrès intellectuel, moral et social de l'humanité, j'ai créé un bloc, une chaîne, sur laquelle j'ai déjà publié près de 900 leçons. Ce sont les cours que je donne à mes étudiants à l'origine. Et puis, on m'a appris que YouTube existait, ce que je ne savais pas. Et alors, je me suis rendu compte que ça intéressait beaucoup de gens et ça m'a donné une vision optimiste de l'humanité, parce que pour l'instant, il y a 40 000 abonnés, je ne vais pas faire de publicité, c'est gratuit de toute façon, et il y a quand même plus de 5 millions de vues. Voilà. Donc, maintenant, ça suffit, je crois. Comme ça, je suis moins honteuse d'avoir oublié de vous présenter. Alors, les loges ont une image, je dirais, élitiste. Oui. Or, dans cette commune de Paris, il y a aussi des ouvriers dans les loges maçonniques. Alors là, c'est justement très intéressant de voir ça. Parce que c'est au moment de la commune, et ça ne s'est plus reproduit par la suite, quand on voit les chiffres
d'un point de vue sociologique maintenant, au moment du Second Empire, en fait, dans les 5 dernières années du Second Empire, en fait, il y a 25%, tenez-vous bien, d'ouvriers et d'artisans dans les loges, mais il ne faut pas s'y tromper, c'est l'élite ouvrière, ce sont les ouvriers qualifiés, hein, c'est pas le lumpen, voilà, ce sont des ouvriers qualifiés, mais qui, en loge, apprennent à s'exprimer, ils apprennent à participer à des débats et à discuter sur des sujets d'actualité. Donc c'est très important pour la commune qui va suivre. C'est une émancipation. C'est une émancipation, tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, les ouvriers, comment dirais-je, les ouvriers maçons vont payer un lourd tribut au moment de la semaine sanglante. Hein. Alors, pour le reste, pour rester un petit peu dans le domaine sociologique, il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de femmes. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, il n'y a pas d'obédience ni féminine ni mixte à cette époque-là. Et quand comment dirais-je, on fait de la récupération en parlant de Louise Michel, en fait, elle a été initiée quelques mois avant sa mort, en 1904, et elle a été initiée, en fait, dans une obédience qui était dissidente, en fait. Le droit humain existe depuis 1892, elle a été fondée par Maria de Rheims, mais c'est pas là qu'elle est rentrée. Donc, en fait, quand on dit Louise Michel, anarchiste et franc-maçonne, c'est de la récup, comme on l'a fait également pour Voltaire, qui a été initié quelques jours avant sa mort en 1778. C'était de la récup, en fait, pour Voltaire, à la Loge des Neuf Sœurs. C'était de la récup je crois que c'était une semaine avant son décès. C'est comme ceux qui sont baptisés ou juste avant leur mort. Oui, voilà, exactement. Bien, il y a un phénomène au moment de la Commune qui a frappé tous les esprits. C'est ce qu'on peut appeler l'extériorisation. Oui. C'est-à-dire que en vue d'une éventuelle réconciliation, une négociation entre les Versaillais et la Commune, les maçons communards vont faire une espèce de procession à travers Paris avec leurs signes maçonniques, avec leurs emblèmes, et vont avoir l'idée d'aller retrouver les Versaillais qui sont, pour une certaine partie, leurs frères en maçonnerie. Alors, est-ce que c'est quelque chose de banal, ça, cette extériorisation, et est-ce que ça a été couronné de succès? Alors, c'est tout à fait exceptionnel. C'est tout à fait exceptionnel. Je n'en connais pas d'exemple équivalent. Non, ça c'est tout à fait sûr. Aujourd'hui, par exemple, il y a des communiqués pour réaffirmer éventuellement dans la presse des valeurs maçonniques, l'attachement, la tolérance. Par exemple, lorsqu'il y a eu l'assassinat de Samuel Paty, il y a quelques mois maintenant, effectivement, le Grand Orient de France a fait un communiqué pour dire que c'était, voilà, enfin, le communiqué, vous imaginez, c'était pour la République, où tout le monde puisse s'exprimer. Ils ne sont pas sortis avec... Non. Donc ça n'existe plus. Ça ne s'est fait qu'une seule fois, en fait. Est-ce que ça a été... Massivement. Hein, et ça a été suivi de quelque chose de positif, cette rencontre? Ah ben non, c'est-à-dire que, bon, c'était la suite de tout un processus. Dans un premier temps, ce qui est mis en évidence, c'est avant tout le fait que les maçons sont des gens qui sont des pacifiques et qui ont pour objectif de rassembler ce qui est épars. Ça veut dire quoi, rassembler ce qui est épars? C'est-à-dire que les maçons ne se disputent pas entre eux, et surtout pas avec des armes. Ça, c'est l'idée de base, si je puis dire. Hein. Alors, c'est ce qui a été affirmé au début de la Commune, et puis, à un moment donné, il y a des tensions qui sont apparues, et liées, en fait, au refus d'Adolphe Thiers de recevoir une première délégation. La première délégation a été, il les a renvoyés en disant, ben, voilà, bon, vous n'avez pas à vous mêler de ce genre, enfin, je ne vais pas vous écouter, et il y a eu ensuite un rapport de cette première délégation. Il y a eu un tollé quand il y a eu un compte-rendu de ce qui s'était passé. Il y a eu 1500 frères qui se sont réunis, non pas en loge, mais dans une salle à Paris, c'est au Châtelet. Et là, ils ont, à la majorité, mais pas à l'unanimité, ils ont décidé effectivement
de faire un cortège, c'était le 26 avril que cette décision a été prise, pour le 29 avril, hein, où là, il a été décidé que donc les maçons sortiraient avec les bannières des loges, hein, c'est comme le drapeau de la loge, si vous voulez. Il y a entre 60 et 65 bannières qui ont été sorties. Ce sont, les chiffres varient, mais disons entre 5 000 et 6 000 frères qui se sont alors déplacés jusqu'à la porte Maillot. Ils ont été jusqu'au rempart. Ils ont planter les bannières sur les remparts, et là, hein, il y a eu le feu a cessé. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il se fait qu'en face, le général Mottodon, qui était un frère, a dit ben, on ne tire pas sur des bannières et surtout pas sur ceux qui les portent. Hein, voilà. Il y a eu une entrevue avec ce général Mottodon et ils ont dit nous souhaiterions voir de nouveau les Versaillais. Ils ont eu un laissez-passer, ils sont arrivés à Versailles, Thiers, la même chose, rien à cirer, si je puis dire, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, donc une position très ferme à ce moment-là. Et alors, c'est suite à cela qu'il y a eu un certain nombre de maçons, assez nombreux d'ailleurs, qui ont décidé de prendre les armes et de faire partie de la garde nationale. Il y a eu même un maçon qui a voulu créer un bataillon fait de frères. Ça, il y a eu un échec, par contre. Donc, la fraternité maçonnique n'a pas fonctionné. Non, mais il faut bien entendre que non, elle n'a pas fonctionné, mais il faut savoir que dès le départ, rien n'a fonctionné. Rien n'a fonctionné. Pourquoi? Parce qu'au départ, on parle des Versaillais ici et des communards, mais il ne faut pas oublier que du côté des Prussiens, il y avait aussi des francs-maçons. Hein, et qu'au départ, tenez-vous bien, au moins le gouvernement, donc c'était du 5 septembre, hein, donc juste après la proclamation de la République, hein, tenez-vous bien, Jules Ferry, qui n'est pas Versaillais d'ailleurs, hein, mais qui n'est pas encore franc-maçon à ce moment-là, a été chargé d'envoyer par la mallette diplomatique, si je puis dire, comment dirais-je, une demande à Guillaume Ier, qui était franc-maçon, ainsi que ses fils, de se rendre à Paris. Évidemment, il n'a pas eu de réponse, mais on lui demandait de se rendre au tribunal maçonnique à Paris. Guillaume Ier, vous imaginez. Bon, Jules Ferry savait très bien qu'il n'y avait aucun espoir. Mais donc déjà, il y a déjà les Prussiens francs-maçons, et puis il y a les Français à ce moment-là. Il n'y a pas encore la Commune. Enfin bon. Et puis alors, après, il y a eu la bagarre entre les Versaillais et les communards. Hein, et puis, au sein, il faut savoir qu'au sein de la Commune, quand on voit à la fois ceux qui ont été élus au Conseil de la Commune, ceux qui font partie du gouvernement de la Commune, et ceux qui se trouvent au poste de direction de l'armée, il y a une proportion très important de francs-maçons. Hein, il faut savoir que, mais les francs-maçons, entre eux, étaient divisés entre plusieurs tendances. Donc, on peut dire que la solidarité maçonnique a explosé à l'occasion de la Commune. Alors, oui, la fraternité, certainement. Maintenant, le fait que les maçons appartiennent à des partis différents, ça n'a rien à voir avec la fraternité, parce que le principe même de la maçonnerie, c'est de rassembler des gens qui n'auraient jamais eu l'occasion de se rencontrer en d'autres circonstances qu'en loge. Voilà, donc théoriquement, c'est un microcosme. Oui. Dans quelques minutes, M. Sartorius nous parlera de la solidarité maçonnique qui a pu avoir ses effets ici en Belgique envers des proscrits. Mais on associe souvent la maçonnerie à des noms de révolutionnaires, de communards. Oui. Qui est-ce qu'il y a de célèbre de l'autre côté? Qu'est-ce qu'il y a comme maçon célèbre du côté des Versaillais? Alors, du côté, je dis célèbre, c'est-à-dire connu par beaucoup de gens, pas des spécialistes de la Commune. Hein. Du côté des Versaillais, il y a un ministre qui est Jules Simon, mais il y a aussi celui qui est à l'origine de l'abolition de l'esclavage en 1848, Schœlcher, il est du côté des Versaillais. Il y a deux ministres, Jules Ferry et Jules Favre, qui ne sont pas encore maçons, qui le seront dans les années 1870. Et Gambetta. Oui, c'est un frère, tout à fait. Oui, mais sauf que Jules Favre et Jules Ferry sont membres du gouvernement.
C'est ça que je veux dire, c'est quand même un peu plus fort de café, si je puis dire. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe du côté versaillais. Mais il faut savoir aussi qu'il y a aussi des légendes qui circulent, ou un petit peu de la récupération, si l'on veut, entre guillemets, du côté des communards. Il y a aussi des gens à qui on attribue des communards à qui on attribue la qualité de maçon, alors qu'ils sont entrés en maçonnerie que beaucoup plus tard. C'est le cas d'Eugène Potier. C'est le cas de Jean-Baptiste Clément, on parlait du temps d'Esquisse, il n'est pas encore maçon à ce moment-là. Je vous ai parlé tout à l'heure de Louise Michel. Et il y a comme ça toute une série. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que ceux qui rentrent dans les années 70, ben, c'est des Versaillais. Hein, c'est des Versaillais, en fait. Parce que le grand maître du Grand Orient de France, qui était Babot Larivière, en fait, il s'est rangé tout à fait du côté des Versaillais. Hein. Voilà. Il faut savoir qu'il y avait deux obédiences à l'époque. L'autre obédience, c'est la Grande Loge centrale de France, qui est sous l'autorité du Suprême Conseil de France, qui est dirigé par Adolphe Crémieux, qui a été quand même ministre de la Justice du mois de septembre 70 au mois de février 71. Donc, en fait, c'est intéressant de voir tout ça. C'est qu'en fait, comment dirais-je, ceux qui sont à la tête des deux obédiences sont des Versaillais, et au fond, c'est la base, si je puis m'exprimer comme ça, qui est plutôt du communal. Voilà. Et en fait, au moment de la semaine sanglante, oui. Est-ce qu'on peut imaginer que ceux des communards qui étaient francs-maçons ont quand même eu une certaine protection de la part de leurs adversaires qui étaient maçons, ou pas du tout? À ma connaissance, je crois que c'était une telle mêlée à ce moment-là que, bon, il y a eu un certain nombre de maçons qui ont pu effectivement se cacher et tout, et là il y a eu sans doute des solidarités fraternelles. Mais en tout cas, je n'ai pas de nom à vous donner ici. Bien, je crois qu'on a fait un premier tour. On va revenir à votre exposé lors des questions, mais maintenant je vais me tourner vers M. Sartorius. Cette fois, je n'oublie pas de le présenter. Monsieur Sartorius est un membre de cette université depuis très très longtemps. Il a été historien, mais il a été bibliothécaire de la bibliothèque européenne, du centre européen, ça a changé de nom, Institut d'études européennes, et il a depuis fort longtemps réalisé des enquêtes minutieuses sur les communards proscrits, les communards qui ont trouvé refuge en Belgique, et il est sur le point de publier un nouveau livre sur cette question, après avoir publié de nombreux articles, des listes assez exhaustives de tous les communards qui ont pu se réfugier en Belgique. Et là, ma première question serait, après l'écrasement de la commune, qu'est-ce que les communards avaient comme alternative, s'ils n'avaient pas le sens du martyr pour rester sur place? Oui, exactement. Qu'est-ce qu'ils avaient comme alternative? Ils avaient une première alternative, retourner, ou ceux qui étaient issus de la province, retourner en province, s'y cacher, le temps que les choses s'apaisent, ou bien gagner l'étranger. Mais pendant la première semaine, ça a été très difficile. Vous avez eu une traque qui s'est faite à grande échelle pour essayer de retrouver qui s'était donc investi dans cette révolution nouvelle en quelque sorte. Et ceux qui sont partis, donc l'ont fait dans les semaines, ont commencé à le faire dans les semaines qui ont suivi, et se sont réfugiés évidemment dans les trois États démocratiques, la Suisse, la Belgique et l'Angleterre. Hein. Pour l'Angleterre, ils ont dû effectivement passer, c'est tout à fait naturel, par la Belgique. Et beaucoup sont passés en Suisse également. Ça demandait de l'argent, ça demandait des documents administratifs. Ça demandait, c'est-à-dire qu'on a fait, à ce moment-là, on a imposé à ceux qui passaient la frontière de produire un passeport. Et la grande question a été où et comment se procurer un passeport. Et alors, faire un faux passeport, ça n'est pas tellement facile.
Donc, ils ont emprunté des passeports à d'autres personnes. Comme à l'époque, il n'y avait pas de photo sur le passeport, ça pouvait passer. Encore que, on peut dire aussi que les autorités françaises ont envoyé très vite des albums de photographie à la sûreté belge, qui les a redistribués aux principales frontières, aux principales villes. Pour arrêter les suspects. Oui. Et il y avait une soixantaine de contrôleurs qui étaient aux frontières, qui étaient chargés donc de voir sous leur bonne mine ou leur mauvaise mine s'ils étaient ou non communaires. Ce qui fait qu'on a recommandé, les communaires se sont recommandés eux-mêmes d'être le mieux habillés possible et de faire en sorte de ne pas paraître inquiets. Et comme ça, beaucoup ont pu passer la frontière. Et quelle est l'attitude à ce moment-là de la Belgique? En principe, on nous raconte toujours Belgique, terre d'accueil. Est-ce que c'est le cas? Oui. Non, ça, on le sait, on l'a vu avec la déclaration de Victor Hugo. Donc, ça a été directement donc, le baron d'Antan, qui était à ce moment-là le Premier ministre. On ne disait pas Premier ministre à l'époque, évidemment, s'est répandu en déclaration, en invectif même, pour dire que jamais il ne pourrait rentrer en Belgique. Mais c'est une position qui est devenue rapidement intenable parce qu'on a appris très vite, d'après les diplomates anglo-saxons, anglais, américains, qui avaient des massacres à Paris, et que bon, il fallait tout de même à ce moment-là faire quelque chose au point de vue humanitaire. Et il a dû faire marche arrière, mais ça a été très difficile pour lui. Et on a un exemple, un exemple d'un de ses diplomates, le chargé d'affaires de Belgique en Suisse, qui persuadait que la Belgique ne donnerait pas asile aux communards, a été trouvé le président de la Confédération helvétique, en interpellant, lui en disant: comprenez-vous vraiment position, oui ou non, vous devez interdire aux communards de rentrer en Suisse. Alors ça a fait évidemment scandale en Suisse, et ça c'est aussi un des éléments qui a fait que la Belgique a dû reculer et a dû admettre la de fait. Hein. Mais ça a été, ça vous le savez sans doute, ça a été très difficile. C'est très difficile actuellement de savoir ceux qui ont été expulsés, enfin à qui on n'a pas donné accès au territoire. Ça, on n'en sait rien. Alors, vous avez fait des listes magnifiques de ces proscrits en essayant de les repérer un maximum. Où est-ce qu'ils s'établissent quand ils arrivent en Belgique? Quelles sont les régions, les villes où on va les retrouver? C'est-à-dire qu'il y a des documents administratifs à l'époque comme maintenant. Donc, quand vous rentrez, si vous descendez à l'hôtel, automatiquement l'hôtelier doit faire une liste de tous les voyageurs qu'ils rentrent à l'administration. Donc, vous avez là des belles sources. Oui, ça c'est une source. Si il veut s'établir à Bruxelles, par exemple, même ailleurs, il doit donc se rendre à l'administration communale et déclarer. On lui fait signer, donc on lui fait remplir plutôt un formulaire. Et ce formulaire, le double, ou plutôt l'original de ce formulaire, est transféré à la Sûreté publique. La Sûreté publique, qui est très bien faite en Belgique à l'époque, enregistre un numéro de suite, si vous voulez. Et si le personnage en question ne paraît pas trop dangereux, on lui permet de rester en Belgique pour autant qu'il n'ait pas d'activité politique. Hein. Vous avez eu accès à ces documents de la Sûreté? Oui, alors ça c'est la source principale, si vous voulez, qui avait d'ailleurs déjà été inventoriée en partie par un historien gantois, Hubert Wouters, que vous connaissez certainement, moins de nom. Et là, j'avais eu un contact et on m'avait dit, ça c'est une source extraordinaire, il faut absolument dépouiller ces dossiers
pour pouvoir d'abord en faire un inventaire et ensuite éventuellement donner des détails complémentaires. Et puis je me suis rendu compte de l'ampleur du travail, parce que personne ne pouvait vous dire tel ou tel dossier, il y a des milliers de dossiers. On en était à l'époque, quand ils sont arrivés, à peu près au numéro 200 000 depuis l'indépendance. Hein. Évidemment, il fallait les voir dans une certaine tranche chronologique. Et puis, le travail étant trop important, donc alors j'ai eu un collaborateur, Jean-Luc Depape, que vous connaissez, un ancien condisciple. Et alors, nous avons travaillé là-dessus. Alors, nous nous sommes malheureusement rendus compte que les 9/10 des dossiers avaient été détruits. Il fallait faire de la place, etc. Sauf certains dossiers, curieusement, ou bien des dossiers importants, ou bien des dossiers où un communard, par exemple, avait fait souche en Belgique, avait eu un fils ou une fille. Et alors, à ce moment-là, on a continué à le suivre et on a mis une indication, un dossier annexe pour le fils, la fille. Et alors, bon, on s'est rendu compte que malgré l'ampleur des dossiers conservés, il n'était pas possible de faire un travail sérieux. Et alors, heureusement, il y a eu les archives de la ville de Bruxelles. Nous avons vu Mlle Mina Martens, qui était une personne terrible, mais qui nous a fait, à l'époque, nous avons eu un très bon accueil. Et alors là, nous avons vu les dossiers de la police de Bruxelles, qui étaient au nombre de 1500 à peu près, et qui n'avaient pas été détruits. Et alors, on s'est mis à éplucher tous ces dossiers. Mais évidemment, dans ces dossiers, il y a des gens qui ne sont pas communards. Et ces proscrits sont donc massivement à Bruxelles? Ou bien c'est ceux que vous avez étudiés qui sont à Bruxelles? Non, ils sont massivement à Bruxelles. Et alors, il y a la question aussi, vous dites les proscrits, oui, ben, ça c'est un terme générique. Mais ce sont des réfugiés, et c'est seulement après, quand les gens seront vraiment proscrits, qui seront bannis, qu'il y aura aussi des proscrits. Et en fait, est-ce qu'à cette époque-là, il y a une catégorie réfugiés politiques? C'est reconnu? Est-ce qu'il y a des gens qui demandent l'asile politique? C'est-à-dire que, malgré tout, la Belgique est quand même, en quelque sorte, un pays de coquins. Hein. On ne vous demande pas vos opinions. Hein. Dans le formulaire qu'il faut remplir, on ne vous demande pas votre religion, on ne vous demande pas vos opinions, on vous demande si vous êtes ou non réfugié politique, mais ça ne joue pas. Mais donc cette catégorie existait déjà, réfugié, êtes-vous réfugié politique? Alors après, vous allez être surveillé par 4 polices. Hein. La police communale de Bruxelles, qui est vraiment très bien organisée, vous allez être surveillé par la sûreté, vous allez être surveillé par des agents de la préfecture de police de Paris, qui vont venir en Belgique pour vous surveiller. Et vous serez encore surveillé en plus par la sûreté française. Donc c'est véritablement... Et comment comment est-ce qu'ils vont survivre, ces réfugiés, ces communards ici? Ils vont travailler tout simplement. Il ne faut pas oublier là aussi les grands travaux de Bruxelles, comme vous le savez, les grands boulevards, le palais de justice, tout ça, la bourse aussi. Donc il y a un appel de main-d'œuvre à ce moment-là et on peut se placer facilement. De main-d'œuvre lourde en quelque sorte, je dirais, mais aussi un appel de main-d'œuvre plus fine, parce que Paris, c'est la capitale du luxe. C'est les chapeliers, vous avez une infinité de métiers qui vont trouver donc à travailler. En Belgique, par exemple, je peux parler des ébénistes. L'ébénisterie à Paris, c'était là qu'on faisait les plus belles pièces. Et curieusement, ce sont des communards qui vont aller exporter leur savoir-faire, soit en Belgique, soit surtout en Allemagne, parce que les Français s'en plaindront beaucoup après de ce fait-là que les Allemands font aussi de très beaux meubles. Vous avez même repéré un architecte. On peut peut-être voir une création de cet architecte communal. Oui, ça vaut la peine d'en parler. Voilà, c'est un bâtiment qui est bien connu de tous les touristes. C'est le Pouhon à Spin. Oui, le Pouhon. Et ce Pouhon a été réalisé par? Eh bien, par un certain Claude Perret, oui. Qui est un maçon, puis qui est devenu maître maçon.
et qui, je ne sais pas, est-ce qu'il a eu des fonds qui lui ont permis de s'installer à son compte, et alors il va s'installer à son compte, il va faire des bâtiments, et entre autres... Ce fameux pont de Spa. Et il y avait des artistes aussi parmi ces... Mais je vous interromps encore pour Perret. Perret a eu 2 enfants, et il y en a un qui est devenu un architecte mondialement célèbre. C'est lui qui a refait la ville du Havre. Ah oui, après les bombardements. Après les bombardements. Oui, je me souviens. C'est un fils de ce... Lui étant oui. Architecte. Alors. Mais je vous ai... Je voulais dire, il y avait des artistes aussi parmi ces communards. Vous avez retrouvé dans les documents que vous nous proposiez une carte de membres, je dirais. Je ne sais pas si on sait lire, si c'est difficile on ne peut pas l'agrandir davantage. Donc, c'est Commune de Paris, Commission des artistes. Oui, Commission fédérale. Commission fédérale des artistes. Oui. Et donc, il y avait un groupe avec les artistes communards. Oui, enfin, tous ceux, aussi bien les peintres que les musiciens, même les lithographes, je crois, donc, qui s'étaient constitués à Paris, dont Courbet faisait partie. Voilà, c'est l'un des plus célèbres, avec les potiers. Oui, et ça, c'est une carte qui est vierge, donc qui n'a pas encore été. Qui n'a pas servi. Enfin, qui nous permet de nous rendre compte qu'en 2 mois de temps, il s'était organisé, hein, en imprimant des documents officiels, des cartes, etc. Alors, on imagine ces communards installés ici à Bruxelles, faisant des travaux parfois modestes, mais est-ce qu'ils se réunissaient? Est-ce qu'ils se retrouvent? Oui, ils vont créer une société, le Prêt Mutuel et Solidarité, justement pour aider les membres. Ça, c'est évidemment la façade en quelque sorte, mais ils ont des discussions politiques. Et ce sont surtout des internationalistes, des membres d'international, mais aussi des blanquistes. Et les blanquistes vont essayer de prendre le pouvoir dans cette société, et ils vont trouver un excellent... Enfin non, ils vont essayer de forcer, si vous voulez, la note en demandant que les femmes soient admises aux réunions. Et alors ça va faire des bagarres épouvantables, et ils vont quitter cette société Prêt Mutuel et Solidarité, ils vont en créer une autre concurrente, dissidente, l'égalité. Et là, les femmes seront admises, et alors là, vous avez des rapports de police qui évidemment vont dire que c'est véritablement la lèpre des communards qui est dans cette société nouvelle. Mixte. Alors, tout à l'heure, on a parlé avec Jean-Michel Dufay de la solidarité maçonnique qui a pu jouer ou non dans l'exil des communards en Belgique. Est-ce qu'il y a une solidarité maçonnique envers eux? C'est-à-dire que déjà une historienne gantoise, dont vous pouvez connaître le nom, de Vries, Daisy de Vries, s'était intéressée aussi à la commune et ne comprenait pas pourquoi certains communards bénéficiaient d'une indulgence tout à fait étonnante, alors que d'autres ne bénéficiaient pas de la même chose. Elle ne comprenait pas. Et elle n'a pas découvert, ou elle n'a pas eu le temps de pousser vraiment les recherches. Donc, elle a mis un point d'interrogation, et puis finalement, on se rend compte que c'est très souvent la maçonnerie qui a joué un rôle pour les protéger. Pour les protéger, donc les maçons belges pour les protéger, alors que pourtant, le gouvernement à l'époque est catholique, hein, donc normalement, il ne pouvait pas espérer dans une politique ayant battu d'être protégé. Eh bien non, là, il y a dans les libéraux, il y en a des protections qui joueront, mais c'est très difficile, évidemment, s'en rendre compte. Même par exemple, il y
ils ont expulsé un communard à un moment donné qui habitait Terbeek, qui avait pris son épouse, qui évidemment aurait voulu rester encore, et qui était soutenu par le bourgmestre libéral de Terbeek de l'époque. Et là, ça n'a pas marché, on ne sait pas pourquoi, ça ne marchait pas toujours, mais très souvent, donc, ça fonctionnait. Ou bien, on n'en sait rien, on ne comprend pas pourquoi. Il y a des cas qui sont assez extraordinaires, où on permet tout, si vous voulez, à un communard qui est ici à Bruxelles, alors que normalement, il aurait dû être expulsé. On a un cas, pour vous donner un cas, un certain Cavaillon, un aristocrate, un certain de Cavaillon, qui arrive en Belgique et qui se rend compte que l'Allemagne fait une propagande contre l'influence française en Belgique, que ça peut toucher l'armée. Et alors, il se dit, moi, je vais créer un journal que je vais intituler L'armée belge, et dans lequel je vais prôner les qualités de la France, etc. Et il le fait, évidemment, il n'a pas beaucoup de lecteurs. Eh bien, il demande audience au général de Cissé, qui est vraiment un des bourreaux de la commune. Il sera à Paris. L'autre ne sait pas, évidemment, à cause des différents du cloisonnement entre services, entre ministères, etc. Il ne sait pas que c'est un communard. Il dit, voilà, moi, je viens vous demander de l'argent, il faut absolument faire quelque chose. Parce que la promotion de l'armée française. La Belgique peut basculer dans la zone d'influence allemande, et ça, bon. Alors l'autre l'écoute, il est reçu aussi dans les bureaux du deuxième bureau, on peut dire, vous savez, le deuxième bureau, donc c'est la chose. Alors, de Cissé lui dit non, enfin on verra, je vais m'informer. Il s'informe auprès de l'ambassadeur de France ici, qui dit non, ce n'est pas sérieux, etc. Donc, eh bien, malgré que l'ambassadeur de France dit que ce n'est pas sérieux, on lui donne quand même de l'argent. Donc, parce que, sans doute, a-t-il été embauché dans ce service du deuxième bureau. Et alors, il continue son itinéraire. Et alors, ce qui est aussi extraordinaire, c'est qu'à ce moment-là, l'administrateur de la sûreté, qui pour une fois n'est pas au courant, apprend tout ça et veut l'expulser. Voilà, retour en France, on ne peut plus vous voir. Eh bien non, à ce moment-là, c'est la légation de France qui va intervenir pour qu'on l'expulse pas. Vous avez mille histoires passionnantes que vous allez nous faire partager dans votre livre, dans votre prochain livre. En fait, deux questions encore. Si on doit évaluer le nombre de communards qui ont trouvé refuge en Belgique, on est dans quelle gamme? Je sais bien que vous ne pouvez pas, à l'unité près, nous donner des chiffres, mais on est dans quelle échelle? Il y en a quoi? Il y en a 200 ou il y en a 15 000? Non, il y en a probablement eu entre 2 et 3 000. 2 et 3 000. 2 et 3 000, mais il y a un va-et-vient, si vous voulez, parce que ou bien ils passent en Angleterre, ou bien ils passent par l'Alsace et ils vont en Suisse, ils reviennent. Nous, on en a découvert pour Bruxelles, je parle 1500. Que vous connaissez nommément. Oui, on peut en ajouter 200 ou 300 pour la province, où on les trouve très peu, finalement, et où surtout, ils ne sont pas aussi bien surveillés qu'à Bruxelles. Donc, on n'a pas de dossier constitué. De source. Par exemple, un communard, un bloquiste aussi, face à un standard Charleroi, il va devenir aide pharmacien pendant des années. Personne ne s'en rendrait compte. Quel est son passé? Parce que c'est Charleroi, comme conséquence. Ça dépend un peu du commissaire en chef de la localité. Et alors, quand il y aura l'amnistie, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont retourner massivement en France ou bien est-ce qu'il y en a un certain nombre qui ont fait souche ici? Est-ce qu'ils ont eu une influence sur le mouvement ouvrier en Belgique? Oui, c'est aussi une question difficile, c'est-à-dire qu'il y a eu une amnistie, et puis ça a été une amnistie pas tout à fait générale, si vous voulez. Alors bon, ils se sont fâchés, on veut l'amnistie pour tous, vraiment, mais ça ne s'est pas fait.
Donc finalement, ils sont partis plus ou moins, durant l'année 1879, ils sont partis de mois en mois quand même. En grand nombre? En grand nombre, mais c'est une première amnistie. Il ne faut pas oublier qu'il y en a une deuxième, parce qu'il y a les cas les plus graves. Hein, si vous avez été impliqué dans le massacre des otages, et surtout aussi des religieux, Oui. ça c'était beaucoup plus difficile. Donc ceux-là sont encore restés jusqu'en 80. Et il y en a qui font souche en Belgique? Il y en a qui ont fait souche en Belgique, et qui ont fondé des familles, etc. Il y a encore certainement des descendants aussi, mais il faut les connaître, il faudrait faire une recherche généalogique, si vous voulez. On avait essayé, on avait retrouvé 2 ou 3 à l'époque, donc on avait fait notre travail donc, avec Jean-Luc Depas. Mais en général, ces gens ne savaient rien, il y a la tradition, c'était pas transmise. Non, voilà ce qui est extraordinaire, par exemple. Bon, vous avez Jules Vallès. Bon, Jules Vallès est venu en Belgique au début, et il est venu à la fin. Et donc, il est resté très peu. Mais il a eu quand même des contacts, entre autres avec un certain Taillet. Et ce Taillet, c'était le secrétaire du juge Coppens, qui était un aristocrate aussi, qui s'était impliqué dans la commune. Eh bien, ce Taillet, il est retourné, si vous voulez, après la commune, il est retourné, mais il est revenu. Et il est revenu, et il est resté, et il est mort en Belgique, il a eu des descendants, et puis un beau jour, chez le libraire Ferranton de Bruxelles, qui était bien connu, eh bien, il y avait 2 ouvrages de Jules Vallès dédicacés à ce Taillet. En souvenir l'un, c'était en souvenir de Paris, et l'autre, c'était en souvenir de Bruxelles. Alors, j'ai évidemment demandé à ce digne libraire d'où ça peut-il sortir. Alors, il dit, mais ce sont des descendants qui sont venus vendre ça avec d'autres choses. Il me dit, parce qu'ils vont s'installer à la Côte d'Azur. Donc, vous ne pouvez plus les interroger, c'est trop tard. Donc, voilà, des gens est-ce qu'ils se sont rendus compte, ils ne l'ont pas gardé, ça c'était pourtant assez extraordinaire, Jules Vallès. Oui. Et est-ce qu'on peut dire qu'ils ont eu, ces communards, pendant leur séjour en Belgique, une influence sur la politique belge, sur le mouvement ouvrier? À mon souvenir, un des premiers enterrements laïques, civils, c'est une communarde, la femme d'un communard qui est enterrée civilement, ce qui fait scandale à l'époque. Oui, ça, si je dois vous parler de ça, évidemment, ce sont les obsèques civiles. Bon, on sait, vous savez, que c'est à la fin des années 1850 que certains se sont organisés, vu l'intolérance du clergé, pour ces obsèques civiles. Eh bien, les communards sont venus en plus, si vous voulez, en renfort. Les épauler en renfort, et vous avez donc des obsèques où il y a plusieurs centaines de personnes, aussi bien des communards que des Belges, donc de sociétés laïques. Pour marquer leur attachement. Ça, c'est bien connu d'ailleurs, vous le savez mieux que personne, que s'ils ne connaissaient pas la personne qui était décédée, c'était une obligation. C'était une obligation morale d'y aller. Et ça, je n'ai pas trouvé, et on n'a pas trouvé précédemment dans d'autres recherches, de communards qui aient eu un enterrement religieux. Non. Donc, ça, il y en a peut-être eu, ça, je n'en sais rien. Eh bien, merci beaucoup. On va peut-être passer bientôt aux questions. Je rappelle qu'à la librairie de l'ULB, qui se trouve au coin de l'avenue Égée et de l'avenue Beul, il y a pour l'instant une table avec des ouvrages sur la commune, notamment les vôtres, mais d'autres intervenants à ce colloque en ligne que nous organisons, et qu'il y a là à disposition un certain nombre d'ouvrages qui ne sont pas toujours faciles à obtenir. Alors, on va regarder s'il y a des questions. Je vous rappelle aussi l'exposition de nos amis du groupe Krasny, qui ont à la fois fait des photos de Paris actuellement et qui ont
ajouté des dessins très originaux qui rappellent des scènes de la commune. Cette exposition est absolument libre d'accès, sauf le jour, samedi passé, où il y avait la boum numéro 2 au bois de la Cambre et où tout était bloqué ici. Certains ont quand même réussi à faire une visite. Ils ont autorisé l'entrée sur le campus pour une visite. Le vendredi 7, le collectif. Alors oui, le collectif sera le vendredi 7 en rencontre en ligne avec l'UPJB, l'Union des progressistes juifs de Belgique, et expliquera à la fois leur démarche dans l'expo Vive la commune et plus largement ce qu'ils espèrent faire. Ce sont eux aujourd'hui qui ont repris les Amis de la commune, qui est un groupe historiquement installé à la fois en France et en Belgique. Alors, on va regarder s'il y a... Il y a juste le dernier placard, on n'a pas montré. Ah oui, on n'a pas montré le dernier placard que vous aviez proposé. Ah, oui. Alors, ce dernier placard, c'était... Eh bien là, voilà, vous dites-nous, voyez, un programme? Oui, c'est un concert, si je sais, oui. Oui. Un concert qui était organisé par ce prêt mutuel dont je vous ai parlé, qui s'était scindé, puisqu'il y avait l'égalité. Et alors, donc pour l'occasion, ça se passe à Bruxelles. Ils se sont quand même réunis. Ça se passe à Bruxelles et c'est en faveur des réfugiés de la commune. Et c'est aussi une occasion de se retrouver, hein, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais ils se retrouvaient à chaque 18 mars, donc pour commémorer. Oui, ils se retrouvaient d'ailleurs dans un établissement qui est célèbre, des choses du même type d'ailleurs, le signe. Dans la grande place, oui. Hein, où Karl Marx déjà était là, donc il se retrouvait également aussi. Et ici, c'était à une salle qui s'appelle la salle Marc. Et en fait, vous avez trouvé ce document aux archives de la ville de Bruxelles, oui, parce que comme ils étaient bien surveillés par la police, on a, grâce à la police, de très beaux documents qui sont en fait disparus. Oui, parce que là aussi, on peut dire, vous me dites, oui, la Belgique, ce n'est pas véritablement une terre d'accueil, mais quand on se rend compte qu'on leur dit qu'ils ne peuvent pas publier, et que vous voyez le nombre de brochures, de journaux qui parviennent quand même à publier, c'est assez... Oui, alors que théoriquement, la loi sur les étrangers est très restrictive, puisqu'ils ne peuvent pas avoir d'activité politique, mais évidemment, ils sont là parce que ce sont des gens très politisés. Le droit de toute personne en Belgique, toute personne peut publier, hein, du moment qu'il y a un éditeur responsable. Qui est belge, d'habitude. Oui. Qui est une couverture. C'était une couverture, généralement, bien entendu. Voilà. Francine. J'interviens dans l'ombre. Donc, on a un commentaire, une question. Et moi, en lien avec les commémorations de la commune, je voulais aussi savoir si des exilés ont pris part à l'organisation de la commémoration des 15 ans de la commune, donc de 1886, qui ont provoqué les émeutes que l'on sait en Wallonie. Est-ce que des exilés étaient dans l'organisation de cela? Bon, en 86, c'est déjà tard, hein. Je suis bien consciente. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des exilés qui sont restés, justement, on en parlait, certains, et il y en a certains qui sont restés actifs politiquement. Je rappelle donc qu'il y avait un communard qui s'appelait Chauvière, hein, qui était le grand adversaire de César de Pape et de Louis Bertrand, surtout de Louis Bertrand. Et il avait créé une espèce d'association pré-anarchiste, si vous voulez. Et alors lui est parti, il est retourné en France, il est d'ailleurs fini très bourgeoisement comme député, hein, comme la plupart. Mais il y en a d'autres qui sont restés, très peu, hein, et qui à ce moment-là qui sont entrés dans l'anarchisme. Et donc je suppose que, mais ça moi je n'ai pas étudié ce volet-là. Ça il faudrait voir, par exemple, M. Joris de Verdure, qui s'est intéressé à ce genre de choses.
Voilà. Alors, je vais montrer, donc il y a eu un commentaire qui dit que, voilà, la franc-maçonnerie ne transcende pas la lutte des classes. Donc ça, c'est par rapport aux divisions. Ah ben, je peux faire un commentaire. Voilà. Si. Et puis, je mettrai la question, parce qu'il y a une question. Ah, il y a une question. Après, non, mais ah, oui, un autre d'accord. sujet, donc peut-être commente. Ah ben, effectivement, ça c'est un des paradoxes, si je puis dire. C'est-à-dire que les francs-maçons, comme je l'ai déjà dit, travaillent au progrès intellectuel, moral et social de l'humanité. Il est évident que cette formule peut être interprétée différemment par les libéraux ou par des socialistes et des communistes. Ceci dit, en maçonnerie, il y a des communistes, il y a des anarchistes, des gens qui sont très à gauche. La franc-maçonnerie est plus à gauche d'ailleurs qu'à droite, hein, très largement, en France et en Belgique. En France, c'est très, très net en tout cas. Et alors, ce qui est théoriquement, effectivement, la franc-maçonnerie est là, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour rassembler ce qui est épars. Mais pour revenir à la commémoration du 1er mai chaque année, c'est assez impressionnant de voir que les francs-maçons, donc qui sont plusieurs centaines, voire plusieurs milliers pour les dernières années, chantent le temps des cerises et chantent l'international, donc avec leur baudrier, leur bannière maçonnique, plusieurs centaines avec le poing levé quand ils chantent l'international. Donc là, dire que la franc-maçonnerie ne transcende pas la lutte des classes, mais là, franchement, ce sont des signes de gauche. Très très clairement. En Belgique, c'est inimaginable, hein, ce genre de choses. Mais en tout cas, en France, ça se fait au Père-Lachaise. Merci. Je montre la question suivante de Dominique Poiré, qui nous entendrons samedi. Je ne sais pas qui a envie de... Ah, aujourd'hui, oui. Non. Moi, je peux en parler sur le plan uniquement maçonnique, mais je ne peux pas en parler pour le reste. Là, c'est peut-être... Oh, je ne pense pas que j'ai des choses extraordinaires à dire à ce sujet. Je pense que le succès de l'exposition Vive la Commune montre qu'il y a toujours un intérêt. Là, c'est un groupe de jeunes qui a repris en main ses amis de la commune. Je pense que il n'y a pas eu de moment où on a oublié la commune. Je pense par exemple à la guerre d'Espagne. À la guerre d'Espagne, le bataillon français s'appelle Commune de Paris et le bataillon polonais s'appelle Dąbrowski. Bon, Dąbrowski, c'est le général Dąbrowski de la commune. Donc, il y a là une continuité à travers 150 ans d'histoire. Il y a toujours des gens qui se revendiquent de la commune. Alors, peut-être parce que c'est une approche authentiquement démocratique aussi que la commune. C'est un moment où avant la semaine sanglante, bien sûr, et ces événements, il y a une espèce d'explosion de joie. Les gens discutent de tout. Dans les églises, on tient des meetings, on tient des discussions auxquelles participent des femmes, même si officiellement elles ne sont rien. Mais je pense que tout cela fait qu'aujourd'hui, il y a autour de la commune un intérêt à la fois des anarchistes, des communistes libertaires, mais aussi des socialistes, des communistes, qui se retrouvent d'une certaine manière dans ces vaincus. Et c'est peut-être important aussi qu'ils aient été vaincus, parce que dans le fond, ils ont un beau rôle. Oui, effectivement. Vous avez peut-être quelque chose? Il y a une question. Il y a une question pour vous. Est-ce que l'ULB a été concerné d'une manière ou d'une autre par la commune, par les liens maçonniques ou autres? Alors, est-ce qu'il y a en 1871 des membres de l'université qui sont solidaires de la commune? Moi, j'ajouterais peut-être la question d'Élisée Reclus. Hein? Je vais vous répondre par une pirouette. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un communard
qui est arrivé donc en Belgique et qui a installé une salle d'armes où il enseignait l'escrime et où il enseignait la boxe française, la savate, etc. Et parmi ses clients, que trouvait-on parmi ses clients? Des étudiants de l'université de Bruxelles. Ouais, oui. Ils apprenaient les armes pour pour la bonne cause, peut-être. Oui, mais pour le reste, je ne vois pas de Alors, lien. je pense qu'on peut relier à cette question l'épisode d'Élisée Reclus, Oui. puisque il est l'extrême gauche de l'époque et que Il est franc-maçon. et que l'université va exploser sur la question d'Élisée Reclus. Une partie des étudiants et des professeurs étant solidaires d'Élisée Reclus, écoutant ses leçons de géographie dans une loge maçonnique, et l'autre partie, tout autant maçon peut-être, considérant que c'est un dangereux terroriste qui soutient les anarchistes les plus dangereux. Mais vous avez tout dit. Enfin, vous dire, Mais il était communard. Ah oui, il était communard. Il était pendant la commune, il était présent. Hein, oui, c'est pas tout faux, il était dans les combats. Il avait un grand ami belge aussi. C'était un Burmans, un Anversois, avec qui il a été sur les pontons et à qui il a appris un peu à écrire. Et ce Burmans, lui, d'un autre côté, lui a enseigné des notions de néerlandais. Ah, mais voilà. Donc, Élisée Reclus, l'ULB, c'est très lié. Et pour répondre à la question, il est nécessaire de refaire ce parallèle. Il n'y a plus d'autres questions? Non, pas pour l'instant, mais voilà, je pense que... Parce que l'ULB... Non, ça c'est fait. Sinon, pour meubler, si je puis dire, il y avait il y avait peut-être une chose sur laquelle j'aurais peut-être pu insister. J'ai dit en fait qu'au sein même des communards, ils appartenaient à des tendances différentes. Et ça, c'est pas une question de fraternité ou de solidarité. Voilà, c'est pas monolithique du tout sur le plan politique. Et donc, en fait, au conseil de la commune, il y avait 7. Je ne parle que des frères ici, que des maçons. Il y avait 7 jacobins, maçons, 3 blanquistes, maçons, 8 fédéralistes, sur 26, c'était plutôt des proudhoniens, 4 sans appartenance à ces partis, et 3 radicaux sur 6, maçons donc, qui étaient donc plutôt des conciliateurs. Donc c'est pour dire qu'on retrouvait des maçons partout, donc pas seulement chez les Prussiens, chez les Versaillais, et au sein de la commune, mais qu'au sein même de la commune, c'était tout à fait éclaté. Donc, ils n'étaient pas tous des fédéralistes, par exemple, comme on pourrait l'imaginer, puisque c'est dans la filiation de Coudon. Il y avait des francs-maçons jacobins et blanquistes aussi. Voilà, je voulais ajouter cette petite note, à moins qu'il y ait une autre question. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles la commune fait une certaine unanimité dans la gauche. Parce que chacun peut s'y retrouver d'une manière ou d'une autre. Et c'est tout de même assez exceptionnel qu'au XXe siècle, il y ait eu, par exemple, plusieurs chansons sur la commune. Il y a Jean Ferrat, mais il y en a d'autres aussi. Les poings dressés des prolétaires, c'est la commune qui combat. L'homme est en marche sur la terre, c'est la commune qui vaincra. C'est un chant de 1944 et qui dit on va venger Varlin agonisant. On va venger Babeuf, etc. Varlin qui avait vécu en Belgique avant la commune. Varlin avait vécu en Belgique. Anvers aussi. Moi, j'ai une petite question encore, si c'est possible, pour Monsieur Sartorius, concernant les exilés. Est-ce qu'on a une idée de la proportion exilés? Est-ce qu'il y a des femmes exilées ou peu? Ou est-ce qu'ils s'exilaient en couple? C'est une question difficile. J'entrais dans le livre qui va paraître. C'est-à-dire que vous avez des exilés, comme vous dites, qui sont seuls, qui arrivent ici et qui ont manifestement pris part à la commune. Donc, à ce moment-là, il y a un dossier, on en parle, on dit ce qu'elles font.
Et puis, il y en a d'autres qui sont tout simplement arrivés aussi, on n'a pas parlé de ce problème, avec leur mari, leurs enfants. Ont-elles pris part de manière active à la commune ou non? On n'en sait rien. Et les rapports de police, parce que malheureusement, c'est toujours des rapports de police qui nous renseignent, n'en parlent pas. Donc, j'ai fait un chapitre sur les femmes donc, réfugiées à Bruxelles, mais il n'y en a pas tellement. Bon, je n'ai plus le chiffre en tête, non. Je crois que je parle peut-être d'une vingtaine, donc ce qui n'est quand même pas énorme. Hein. Mais il y en a qui sont aussi d'ailleurs beaucoup plus fermes dans leurs opinions que les hommes et qui aussi vivent, comme on dit à l'époque, entre guillemets, en concubinage. Hein, maritalement. Maritalement, si vous voulez. Et ça aussi, c'est décrit dans mais c'est difficile à dire, on ne sait pas si elles ont véritablement participé. Il y en a une aussi, une certaine Mina Puccinelli, hein, qui est, dont le nom de naissance était Muller, hein, qui était parvenu à embobiner les gens internationaux et qui a été faire des discours en appelant véritablement à la révolution en Verviers. Mais apparemment, c'était quelqu'un de pas tellement sérieux, on ne sait pas exactement. Elle avait surtout, elle a dit qu'elle avait participé à la commune, mais on n'en a aucune preuve. Ce qu'elle avait fait, c'est participer à la guerre franco-prussienne, ça oui. Comme cantinière? Oui, vraiment comme volontaire. Elle avait mis de l'argent, elle avait recruté les hommes, une espèce de nouvelle Jeanne d'Arc, si vous voulez, pour aller combattre les Prussiens. Oui, elle était de gauche, oui. Mais là aussi, c'est finalement, elle a inquiété très fort donc, la sûreté publique, et puis alors elle est partie en Allemagne, on n'a plus entendu parler. On a encore une question sur les francs-maçons, donc je la montre, vous pouvez la lire peut-être. Les sujets trop politiques étant interdits en loge, de quoi parlaient les francs-maçons durant leurs réunions pendant la commune? Ah, mais il se fait que la question porte sur le trop, en fait, hein, parce qu'au fond, les sujets politiques, on en parlait. Et pendant la commune elle-même, au sein même de certaines loges, on discutait ferme de politique, justement, hein, à cette époque-là. Donc, je fais référence ici à la loge qui s'appelle la loge de la Justice, numéro 133, qui faisait partie de la Grande Loge centrale de France. Il y a eu un débat assez animé, si je puis dire, même si les maçons, normalement, sont plutôt calmes en loge, assez animé, certains voulant vraiment qu'on prenne position très fermement pour la commune, d'autres disant mais non, voilà, les francs-maçons ne sont pas des gens qui prennent les armes, donc il y a eu, donc on parlait de politique pendant la commune, donc franchement, hein, donc là il suffit de voir ce qu'on appelle des tracés tenus, donc c'est-à-dire les comptes rendus des tenues. Ça, c'est assez clair. Hein. Là, si je peux ajouter quelque chose, il faut faire une différence énorme pour le 19e siècle entre les loges anglo-saxonnes et les loges qu'on appelle latines. Dans les loges anglo-saxonnes, effectivement, on ne parle pas de politique, on ne parle pas de religion. Mais dans les loges latines, c'est-à-dire italiennes, espagnoles, françaises et belges, au contraire, la politique va devenir quelque chose de fondamental. Parce que c'est la lutte contre l'hégémonie de l'Église, c'est l'organisation d'une société sécularisée, et donc on parle énormément de politique en loge au XIXe siècle, et l'Université de Bruxelles est bien sûr une création de la loge des Amis Philanthropes, et c'est une création politique, évidemment, en 1834, contre l'université de Malines, puis Louvain, qui, elle, était une université religieuse. Donc, on parle de politique, bien sûr, en loge. Il y a peut-être encore un élément, mais qui explique peut-être aussi la dynamique qu'il y avait dans les loges à l'époque, alors que ce n'est plus le cas maintenant, sur le plan sociologique, c'est que
l'espérance de vie n'était pas la même, comme vous le savez, la composition sur le plan de l'âge. Quand vous pensez et on sait que quand on est plus jeune, on est quand même un peu plus porté sur la chose que quand on a 80 ans, évidemment. Hein. Donc, en fait, quand on voit statistiquement, la majorité, je parle de Paris, hein, ici je parle de Paris, à la fin du Second Empire, en 1870, eh bien, la majorité des frères avaient moins de 40 ans. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous prenez le cas du Grand Orient de Belgique, il y a seulement 3% des frères qui ont moins de 40 ans. Alors, même chose, si vous prenez l'âge moyen aujourd'hui des frères au Grand Orient de France, je crois que c'est 58 ans, au Grand Orient de Belgique, ils sont encore plus vieux, c'est 63 ans. Ce qui veut dire que la moitié des frères au Grand Orient de Belgique sont retraités. Donc, ça peut expliquer aussi, je dirais, une forme d'exubérance et le fait qu'on soit prêt à donner de sa personne. Voilà, je crois que c'est au XIXe siècle. Voilà, mais oui, au XIXe siècle, alors qu'aujourd'hui, c'est un peu comme les académies. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des vieux académiciens. Ouais, plus l'espérance de vie augmente, et plus les académiciens sont vieux. Quoi. Non, mais je veux dire, c'est un petit peu ça aussi. Et donc, les loges sont quand même le reflet de la société. Voilà. Très bien. S'il n'y a plus de questions, il nous reste à remercier nos deux orateurs qui nous ont éclairé l'un sur la dimension maçonnique de la commune, l'autre sur l'exil des communards en Belgique, avec un livre qu'on attend pour bientôt et qui sera un résumé, non pas un résumé, qui sera au contraire un développement de la question. Et un livre aux presses. Et il y a un de vos livres qui est à la librairie de l'université au coin de l'avenue Belge, un livre plus ancien. Donc on vous remercie beaucoup. On aura de nouvelles séances vendredi et samedi. Nous vous invitons à les suivre comme vous avez suivi nos deux premières séances. Je prends mon pense-bête pour ne pas dire quelque chose qui ne soit pas exact. Vendredi 7 mai, sous la présidence de Francine Boll, il y aura un exposé sur les pétroleuses, les femmes ayant participé à la Commune de Paris. Moi, je me souviens d'un livre d'Édith Thomas il y a bien longtemps sur cette question, et aujourd'hui, Chloé Le Prince a repris cet ouvrage et va nous le présenter. Et d'autre part, il y aura Quentin Deluermeau, qui est professeur d'histoire à l'Université de Paris, qui va nous présenter une histoire mondiale de la Commune, parce qu'on sait peu quelles ont été les influences de la Commune de Paris, non seulement dans les villes de province de France, puisque je viens de lire un article sur Narbonne, la commune de Narbonne, qui a été assez vigoureuse, mais même en dehors de France, il y a eu des suites de la Commune. Et puis samedi, il y aura, toujours à la même heure, 17h, Rosa Luxembourg et la Commune de Paris, par Dominique Villez-Poiré, et puis un exposé qui est celui d'un docteur en sciences politiques, mais aussi d'un militant que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Éric Toussaint. Éric Toussaint va nous poser la question finale: un militant du XXIe siècle peut-il encore s'inspirer des solutions préconisées par la Commune? Et il nous donnera l'exemple de la dette, du report des loyers et du crédit. Peut-être que nous devons méditer cela en ce temps troublé que nous vivons aujourd'hui. Merci de votre attention. À vendredi donc.